Vercingétorix, le chef de la rébellion contre César. Le fameux Vercingétorix est né aux environs de 82 avant Jésus-Christ sur le territoire arverne, l'actuelle Auvergne, donc en plein cœur de la France. Il est mort à l'automne -46 avant Jésus-Christ dans une prison de Rome. Il fut le chef et le roi des Arvernes. Les Arvernes étaient l'un des peuples les plus puissants de la Gaule avec les Éduins. Il fédère une partie des peuples gaulois ou celtes. Moi je préfère le mot celte, si vous avez vu mes vidéos sur les Celtes ne sont pas des Gaulois, dans le cadre d'une révolte contre les forces romaines. Au cours de la dernière phase de la guerre des Gaules de Jules César, oui parce que Jules César a voulu conquérir la Gaule puisqu'il avait besoin de pouvoir politique, surtout aussi d'argent, Vercingétorix, fils de Celtilos, noble et probable chef arverne. On n'est même pas sûr de ça, mais les sources historiques pense effectivement que Vercingétorix était d'une famille royale. Année 52 avant Jésus-Christ, révolte de Vercingétorix. Une fois Jules César de retour en Italie, où il effectue de nouvelles levées dans ses provinces, une coalition se prépare en Gaule contre la domination romaine. Le premier acte de cette nouvelle révolte eut lieu le 23 janvier par le massacre de Cénabum effectué par les Carnutes sous les ordres de Cotuatos, durant lequel tous les citoyens romains négociants qui se trouvent dans la ville sont exécutés. Il faut savoir que Cénabum, c'est Orléans à l'heure actuelle, dans le Loiret, et il faut savoir effectivement que cette ville était très commerçante, très florissante, et que depuis pas mal de siècles, les Romains exploitaient avec les Celtes le commerce de cette ville, et donc les Carnutes sont un peuple très puissant, juste en dessous des Arvernes et des Éduins. Donc on peut dire que c'est les Carnutes qui ont lancé ou propulsé, on va dire, Vercingétorix à la révolte générale. La nouvelle de ce massacre de Cénabum se répand dans toute la Gaule, et notamment chez les Arvernes, où notre jeune et noble puissant Vercingétorix soulève son peuple contre Rome. Très rapidement, les Sénons, les Parisis, les Pictons, les Cadurques, les Turones, les Aulerques, les Movis, Andes, et tous les autres peuples qui bordent l'océan se joignent à la révolte, et tous s'accordent pour donner à Vercingétorix le commandement suprême de la lutte contre les Romains. Et en face, les autres Celtes qui ne sont pas d'accord contre ça, c'est bien sûr les Éduins, qui sont les grands alliés de Rome, mais bizarrement les Bituriges, qui se liguent à leur tour contre Rome, alors qu'ils sont les plus gros clients et amis des Éduins. C'est assez étrange. Conspiration politique en cours, qui sait? Vercingétorix arrive au pouvoir après sa désignation officielle comme chef des Arvernes, vers environ -52 avant Jésus-Christ. Il établit immédiatement une alliance avec d'autres peuples celtes et prend la tête du commandement. Combine toutes les forces et les conduit dans la plus importante révolte des Celtes contre le pouvoir romain. Il remporte la bataille de Gergovie, fantastique bataille où justement les Celtes réussissent à montrer que la légion romaine n'est pas invincible et que le pouvoir à la fois stratégique et militaire de Vercingétorix porte ses fruits. Le siège de Gergovie en 52 avant Jésus-Christ est une bataille principale de la guerre des Gaules. Elle vit les forces gauloises rassemblées sous la conduite de Vercingétorix repousser victorieusement les assauts des légions romaines de Jules César, qui assiégeaient l'oppidum de Gergovie, à proximité de la cité arverne de Nemeusos. Et d'ailleurs cette bataille de Gergovie, où il y a eu énormément de morts côté romain, a fait reculer les troupes romaines. Les troupes de César se retirent d'Arvénie, actuelle Auvergne. Cependant, César, fin stratège qu'il était, parvint à exploiter les divisions internes entre les peuples celtes pour facilement subjuguer leur territoire. Effectivement, les plus grosses qualités de Rome, entre guillemets, c'était bien sûr son armée surentraînée et de métier, et bien sûr aussi sa diplomatie, puisqu'il faut savoir que la diplomatie coûte beaucoup moins cher que la guerre, et les Romains avaient très bien compris depuis des siècles que les Celtes étaient divisés souvent pour des raisons territoriales ou économiques. Donc les Romains avaient réussi plus ou moins à mettre de leur côté au fil des siècles plusieurs peuples, grands peuples celtes, grâce principalement au commerce qui facilite les échanges, comme par exemple les Éduins. C'était des grands alliés
de Jules César et de Rome, amis de Rome, et voilà, et ça leur apportait aussi beaucoup d'avantages. Donc on peut pas dire effectivement que la Gaule était entre guillemets unifiée. Loin de là. Ok, il y avait des peuples homogènes celtes depuis des siècles sur ce territoire, mais ils n'étaient pas forcément tous d'accord et étaient bien souvent malheureusement en rivalité. Et la tentative de Vercingétorix d'unir les Celtes contre l'invasion romaine arrive tardivement. Effectivement, c'est vers la fin de la guerre des Gaules, puisque Vercingétorix avait vu que les Romains allaient asservir pratiquement tous les peuples celtes. Il faut savoir aussi que les histoires sur Vercingétorix sont assez nombreuses. Beaucoup d'historiens pensent qu'il a servi dans l'armée romaine, d'autres pensent qu'il a servi d'auxiliaire comment dire, auprès de Jules César, qu'ils étaient plus ou moins amis ou du moins qui se connaissaient. D'autres historiens disent encore que l'armée celtique de Vercingétorix aurait servi Rome mais de façon indépendante, non pas sous la bannière de Rome en tant qu'auxiliaire. Tout ça n'est pas très clair, mais effectivement on sait que Vercingétorix avait beaucoup de rapports avec les Romains et connaissait bien la légion romaine, ça c'est sûr. Ceci est une évidence. Au sujet du siège d'Alésia, le chef Arverne, donc Vercingétorix, se retrouve encerclé dans l'oppidum d'Alésia, chef-lieu des Mandubiens, que le débat historique et les sources archéologiques permettent de situer à l'emplacement d'Alys-Sainte-Reine, en Côte d'Or, à l'heure actuelle. Dès le début du siège, César entreprend immédiatement d'ériger un large double réseau de fortifications autour de l'établissement fortifié, pour investir la place d'une part et pour repousser une éventuelle armée de secours ou une tentative de sortie des assiégés d'autre part. Et effectivement c'est ce qui va se passer, il va y avoir une armée de secours d'environ 240 000 hommes qui vont essayer de sauver Vercingétorix, qui se terminera par la défaite de Vercingétorix, puisque l'armée celte, les différentes armées celtes se font battre par Jules César. Donc il y avait un double rempart à la fois intérieur et extérieur contre les Celtes de Vercingétorix et des renforts celtes qui venaient des quatre coins de la Gaule. Alors pourquoi je vais égratigner Alésia? On dit dans cette bataille d'Alésia que l'armée romaine effectivement a été s'est dépassée, s'est surpassée grâce au génie militaire romain, mais la raison à tout cela, et ça effectivement il faut le dire, c'est qu'on pense que quelques grands chefs de l'armée de secours celte ont été corrompus en cachette par Rome pour effectivement saboter la délivrance de Vercingétorix, puisque Vercingétorix ne faisait pas l'unanimité parmi tous les grands chefs celtes. À la grande surprise générale, les Éduins, pire ennemis des Arvernes, finirent par se ranger du côté de Vercingétorix à la fin de la guerre des Gaules, et je peux vous dire qu'à mon avis c'est le plus gros coup de génie militaire des Romains et des Éduins face à Vercingétorix, puisqu'ils ont dû leur faire croire effectivement qu'ils allaient aider Vercingétorix à battre les Romains, mais quand l'armée de secours est venue aider Vercingétorix à Alésia, je suis persuadé, ainsi que plusieurs historiens, que les grands chefs éduins qui possédaient une bonne partie de l'armée de secours ont sapé le commandement militaire celte pour faire gagner Jules César. Ça paraît tellement évident. Le Vergobret était un personnage de la société celtique qui possédait la magistrature suprême dans de nombreuses cités gauloises, particulièrement les Éduins et les Arvernes. Donc c'est eux, entre guillemets, chaque année, qui étaient élus et s'occupaient d'une grande partie de la politique de la Gaule en général. Donc vous imaginez, si les Éduins étaient alliés de Rome, l'impact que ça pouvait avoir sur tout le monde celtique. Puis comme par hasard, en l'an 48 après Jésus-Christ, l'empereur Claude accorda aux Éduins le droit de cité complet, c'est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté est réservée aux hommes libres inscrits dans les tribus de la ville de Rome. Ce fut l'un des premiers peuples en dehors de l'Italie à posséder ce genre de droit. Peut-être que vous y voyez là une espèce de reconnaissance quelques années plus tard après Alésia. Qui sait? Après bon, il faut aussi avouer que Claude fut le premier empereur romain né hors d'Italie, dans justement cette fameuse région de Lyon qui était sur le territoire jadis éduin. Donc la guerre des Gaules serait tout simplement une grosse intrigue politique, alors qu'on retient vraiment pratiquement que la guerre. Donc Rome a toujours su tirer son épingle du jeu,
Les Romains donc assiègent et défont ses forces. Afin de sauver autant d'hommes que possible, il se livre aux Romains. Il est retenu prisonnier pendant près de 5 ans, et en moins 46, dans le cadre du triomphe de César, Vercingétorix est exhibé dans les rues de Rome. César a fait exhiber Vercingétorix dans un état, j'imagine, pitoyable, au sein de la foule, et il a fait exécuter par étranglement sous ordre de César. Voilà, c'est assez extraordinaire, cette espèce de sadisme de César de l'avoir gardé pendant des années dans une cellule pour finir par l'exécuter de façon très lâche en plus. Donc Vercingétorix est principalement connu entre guillemets grâce aux commentaires sur la guerre des Gaules de César, en sachant que ce livre est un livre de propagande romaine, hein, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Les origines de Vercingétorix sont assez floues. Il est probablement né en Auvergne, forcément, à Gergovie selon Strabon, mais les sources historiques actuelles et l'archéologie pousseraient plutôt à songer à la ville de Nemossos, mentionnée par Strabon aussi. Il est parfois assimilé à l'actuel Clermont-Ferrand, mais les fouilles, je vous dis, archéologiques les plus récentes semblent révéler la capitale des Arvernes, non pas sous l'actuel Clermont-Ferrand, mais plutôt à Corinthe. Sa date de naissance à Vercingétorix n'est pas non plus connue. En fait, ceci n'est qu'une déduction des textes de César, qui fait référence à un droit romain de moins 52 avant Jésus-Christ, à un homme de moins de 30 ans. On peut donc en déduire une naissance autour de l'an moins 80 avant Jésus-Christ, quoique l'on retienne la date de 72 avant Jésus-Christ par convention. Donc vous voyez, c'est pas forcément évident, encore une fois, parce que les Celtes n'avaient pas d'écriture. Les Celtes voilà, n'écrivaient rien. Donc c'est que Vercingétorix, en fait, on n'a que des textes grecs ou romains. Et comme c'était les vainqueurs, c'est pas facile forcément d'avoir la vérité là-dedans. Celtilos était donc son père, c'était un des chefs des Arvernes, et un des peuples gaulois donc les plus puissants de la Gaule. Il faut savoir que les Arvernes, pourquoi ils étaient aussi puissants alors que c'est quand même une région assez montagneuse, plutôt des collines et des volcans éteints, mais tout simplement parce que il y avait beaucoup de mines d'or, et que les Celtes exploitaient les mines d'or de façon importante dans cette région. Qui apporte l'or, apporte la puissance économique et militaire. Donc ce fut un des peuples les plus puissants de Gaule, qui fut opposé à Rome à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça remonte à loin. Comparé aux Édouins qui léchaient les Romains, les Arvernes étaient plutôt très récalcitrants avec ces fameux Romains qui voyaient comme des envahisseurs potentiels, et ça arrivait bien après. Il faut savoir aussi qu'il y avait des tensions internes entre chaque peuple celte, et oui, puisque son père avait tenté de rétablir la royauté à son profit, aboli et remplacé par un régime aristocratique dans les années moins 120 par Rome. Vous voyez, Rome déjà a fichu son grain de sel là-dedans et a voulu changer les mœurs celtiques pour les préparer, entre guillemets, à une future romanisation, quoi. C'est extraordinaire. Nous en voilà donc au fameux nom Vercingétorix. Pendant longtemps, après les redécouvertes, entre guillemets, des Gaulois et de Vercingétorix au 19e siècle par Napoléon III, et effectivement il y a eu ce sentiment de nationalisme, de se rapprocher de la patrie, de la nation à travers un homme fédérateur, et pour la France ça a été donc Vercingétorix et Jeanne d'Arc. Vercingétorix c'est pas forcément un élément fédérateur, puisque je vous dis, tous les peuples celtes dans la Gaule, chevelus et autres, n'étaient pas forcément alliés, ou du moins c'était pas un pays à part entière, c'était vraiment des peuples comment dire, qui avaient le même sang, mais qui n'étaient pas unifiés. Donc au 19e siècle, les auteurs se sont interrogés pour savoir si le mot Vercingétorix était un nom de personne, ou si il voulait tout simplement dire le chef, en langue arverne. Ainsi Jules Michelet le nomme dans son Histoire de France le Vercingétorix. Il y aurait plusieurs rois ainsi titrés dans l'histoire gauloise. Donc voilà, effectivement, je pense que Vercingétorix, tout simplement, ça voulait dire le chef, ou le grand guerrier, ou le chef de l'infanterie, ou le chef des rois, tout simplement. C'est très important de voir que ce nom Vercingétorix a été utilisé à des fins politiques et militaires par les Celtes dès le début, quoi. Voilà, c'était celui qui commandait les troupes celtes. Vercingétorix était-il un allié de Rome? Ce n'est pas évident de parler de ça, plus de 2000 ans après, puisque je vous dis, les textes ne sont pas trop là.
Il a dû probablement, comme de nombreux aristocrates celtes du temps de César, frayer avec César avant de prendre les armes contre lui. Il a pu lui adresser des rapports sur la situation de la Gaule, ainsi expliquerait le fait que César attribue à Vercingétorix un caractère de fourberie. Vercingétorix serait un celte tiraillé, un officier de César, on ne sait pas trop, qui finit par se révolter. Est-ce que c'est la légende? Mais c'est vrai que Vercingétorix connaissait énormément bien la Légion romaine, ses rouages tactiques et militaires, et pour remédier à ça, puisqu'il savait que son armée celte était extrêmement puissante, mais n'avait pas l'organisation militaire de Rome, et bien souvent la grosse faiblesse de l'armée celte, c'est qu'ils n'avaient pas une armée de métier comparée aux Romains, et les mieux équipés étaient les nobles celtes qui avaient les meilleures armures, donc les cottes de mailles, les meilleurs casques, les meilleurs boucliers, etc. Les trois quarts de l'armée celte n'avaient pas cet équipement sophistiqué, que les Romains à cette époque-là l'avaient déjà plus ou moins déjà en série. Et donc ça joue quand même un rapport de force, même si le courage des Celtes était effectivement plus haut que ceux des Romains, et surtout les croyances celtiques faisaient que mourir n'était qu'un passage dans une autre vie, qui pour les Celtes, mourir en guerrier était l'ultime honneur. Vercingétorix vaincu espérait le pardon de César, ils avaient été amis entre guillemets, ça encore c'est une source historique qui n'est pas forcément valable ou fiable. Donc de nombreux traités commerciaux avaient ébauché des liens importants entre Rome et certaines tribus celtes. Mais je pense effectivement que la guerre des Gaules et donc Vercingétorix, tout se joue quelques siècles avant Jules César et Vercingétorix, puisque depuis le milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, et surtout après la conquête romaine du Sud, les Édouins, donc grand peuple celte, ont fait de l'allégeance à Rome, comme je vous disais, et tissé avec elle des liens commerciaux, politiques et militaires très forts. Traditionnellement, les Arvernes, peuple puissant dominant du Massif central, s'y opposent, et les conflits sporadiques s'enchaînent jusqu'à la défaite arverne de -121 avant Jésus-Christ. Donc voilà, donc on peut dire qu'il y avait déjà un état dans un état entre guillemets, et que les Édouins avaient déjà plus ou moins donné les clés de la Gaule aux Romains. Les tactiques militaires de Vercingétorix pour essayer d'écraser les Romains conquérants de Gaule furent assez simples mais efficaces. Il pratiquait la politique de la terre brûlée, ayant compris que l'armée romaine était très dépendante de la logistique de son ravitaillement. Donc il cramait tout et il laissait rien aux Romains, donc ils n'avaient rien à bouffer. C'est une chose qu'on retrouvera dans énormément de guerres bien plus tard. Il s'emploie aussi à fédérer le plus grand nombre de peuples celtes contre Jules César, mais ceci malheureusement se retourna aussi contre lui, puisque les Celtes n'étaient pas unifiés. C'est vraiment ça qui a fait que l'armée romaine est rentrée, non pas comme dans du beurre dans la Gaule, mais a réussi à conquérir la Gaule en quelques années, malgré les rapports de force qui étaient très différents, puisque les Celtes en Gaule représentaient environ entre 8 et 10 millions d'individus. Vous vous imaginez à l'époque? C'est immense, comparé aux Romains qui avaient beaucoup moins d'hommes. Quelles sont les forces en présence à Alésia? On pense que Jules César avait regroupé environ 12 légions, soit à peu près 50 000 légionnaires, en sachant qu'il avait perdu pratiquement tous ses auxiliaires celtes, qui s'étaient soit ralliés à Vercingétorix, soit partis. Vercingétorix regroupe ses forces gauloises environ 80 000 combattants, selon César. Alors là, c'est César qui parle, donc c'est pas forcément évident. Et on pense que l'armée de secours qui arriva quelques jours après avait à peu près dans ses rangs 250 000 cavaliers et soldats. Selon César toujours, donc ça me paraît quand même beaucoup à voir. Pour finir cette vidéo, le chef, donc Vercingétorix, finit dans les geôles de Rome, tué. Voilà, j'espère que cette vidéo historique vous aura plu sur un des plus grands personnages de l'Antiquité de notre pays. Si Vercingétorix, le chef, avait gagné, je peux vous dire que la France actuelle serait certainement peut-être assez différente. Qui sait? Merci beaucoup et à bientôt.